Le procureur de la République qui a donné cette communication ce matin n'est autre que le représentant du gouvernement au sein de la justice, dans le droit béninois et dans le droit français en général. Je dis bien, il n'est autre que le représentant du gouvernement directement rattaché au ministre de la Justice, de qui il reçoit des ordres, des instructions. C'est très important lorsque je donne ce détail-là. C'est pour vous dire que pour nous autres, nous ne nous en prenons pas à la personne du procureur de la République, puisque nous sommes conscients, étant nous-mêmes praticiens, qu'il ne peut pas de lui-même d'autorité venir faire une telle déclaration. Nous ne le pensons pas. Ça nous aurait étonné jusqu'à preuve de contraire. Donc ce n'est pas sa personne qui nous concerne. Mais c'est ce qu'il représente qui nous concerne. Le représentant du gouvernement agissant d'ordre du garde des Sceaux. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que le contenu de ce communiqué, nous autres, nous le percevons comme la perception du gouvernement en cette affaire-là, la perception du gouvernement sur la personne de Yahi Boni. Nous la percevons comme la perception du garde des Sceaux sur la personne de Yahi Boni. C'est le premier élément, ça. Le deuxième élément sur lequel je dois pouvoir revenir, le procureur de la République dit dans son communiqué que la personne que M. Yahi Boni est personnellement impliquée dans les événements du 1er et 2 mai 2019. Mais nous autres, comme lui, nous avons accès au dossier de la procédure, à moins que nous n'ayons pas le même dossier. Nous savons par rapport à quel dossier la convocation de M. Yahi Boni a été émise. Nous en connaissons le contenu. Peut-être qu'il y a des contenus de ce dossier qu'on nous a cachés. Et si tel était le cas, ce n'est pas légal, c'est interdit. Nous devons tous avoir accès au même dossier. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qu'il faut dire, c'est que par ce communiqué, c'est que le parquet et sa hiérarchie rejettent les démarches antérieures que nous avons amenées auprès du juge, notamment les problèmes de santé de M. Yahi Boni. C'est qu'il rejette cela. Parce que on en arrive à des mesures de coercition contre quelqu'un que lorsque l'intéressé a délibérément, c'est délibérément soustrait. Mais M. Yahi Boni ne s'est pas délibérément soustrait. Il s'est expliqué et nous avions fourni les preuves de l'explication. C'est qu'ils l'ont rejeté. Mes chers amis, alors, c'était bon de déterminer ce préalable, de le décortiquer. Et vous allez voir pourquoi je les ai décortiqués. Ils sont deux à être convoqués dans ce dossier-là. Monsieur Guy Mitopé, qui n'a pas comparu, et dont vous aviez parlé dans vos revues, a fini par envoyer une lettre d'excuse. Mais pour ce que nous sachions jusqu'à la date de ce jour, il ne fait pas l'objet d'un tel harcèlement. Il ne fait pas l'objet d'un tel harcèlement. Je l'ai dit la dernière fois, il n'a pas état de siège chez lui. Il n'a pas de bousculade chez lui. Le communiqué qui est sorti ce matin ne parle pas de lui. Or, ils sont deux à être convoqués. Les deux se sont excusés. Les deux se sont excusés. C'est sur un qu'il a acharnement, sur un il n'a pas acharnement. Le communiqué de ce matin ne parle même pas du tout du second. C'est bon de le souligner et de le savoir.
Et je continue. Je l'ai dit la dernière fois. Yaya Iboni n'est pas le seul membre de la résistance. Ils sont nombreux. Vous les connaissez tous par détail. Le président de Sefo Dieudonné Soglo, Azanaï, etc., etc. J'en oublie. Et j'ai relevé qu'aucun de ceux-là n'est inquiété, nullement inquiété. Mais vous allez me demander pourquoi je reviens chaque fois sur ces points. Je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qui fait la différence entre Yaya Iboni et ceux-là? Vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qui fait la différence entre Yaya Iboni et ceux-là? Qu'est-ce que l'on trouve de particulier dans la personne de Yaya Iboni et que c'est soit c'est lui, et c'est lui, et c'est lui? Alors, mes chers amis, excusez-moi de revenir dessus. Et ça n'échappe pas, ce que je veux dire n'échappe pas à l'esprit de M. Yaya Iboni lui-même. Quand vous analysez tout ce qui se passe, vous allez vous demander, mais où est-ce qu'ils veulent en venir tout simplement? Et ce qu'ils veulent en venir également, qui est également dangereux, je vais vous l'expliquer. Mesure coercitive, c'est quoi? Le juge va chez lui, il voudrait... Non, on ne nous trompe pas, il voulait tout simplement l'inculper. C'est-à-dire le lier par la procédure comme quelqu'un qui est poursuivi, qui a commis une infraction. Et vous allez trouver ça pour vous qui n'êtes pas du milieu comme un fait banal. Non, ce n'est pas banal. L'astuce qui est derrière ça, je vais vous l'expliquer. L'astuce, c'est qu'une fois que l'inculpation de Yaya Iboni sera obtenue, ils demanderont au juge d'instruction de prendre une ordonnance pénale et de mettre tous les biens de Yaya Iboni sous main de justice. De mettre tous ses comptes bancaires sous main de justice. Tout ce qu'il a comme bien de sa vie sous main de justice. Lorsqu'il sera tout simplement inculpé, qu'il se retrouve à Paris, à Londres, au Japon, même malade, quelque part, qu'il ne revienne plus, il sera jugé, condamné en son absence. Ils le condamneront à telle peine qu'ils voudront. Toutes sortes de peines qu'ils voudront. Le déposséderont de tout son patrimoine, de tout ce qu'il a comme bien. Cela rejoint la démarche du départ. La démarche du départ qui a été de rechercher le commanditaire ou les commanditaires. La démarche du départ qui a été celle du Conseil des ministres de commettre un ou des experts pour évaluer les dégâts matériels. Quand on aurait évalué les dégâts matériels, il faut quelqu'un pour payer. Celui-là qui va payer, c'est Yaya Iboni. Et on vous dit, mais c'est voir le juge seulement, non? C'est voir le juge seulement, non? Qu'est-ce que ça rapporte voir le juge parti ce soir? Non. Nous sommes formés, hein? C'est un avocat, ça. Il est formé, il connaît la procédure. Nous connaissons tous la procédure. L'inculpation. Ils veulent l'inculper. Et c'est fini. Une fois l'inculpation faite, ils sont sortis, ils sont satisfaits. Yaya Iboni peut aller à Londres, ne plus jamais revenir au Bénin. Ça leur permet de prendre tout son patrimoine et de le faire réparer. Mais écoutez, mes chers amis, c'est Yaya Iboni seul qui a parlé à Vidolé. C'est Yaya Iboni seul qui a parlé là. Il est le seul qui constitue la résistance. Pour qu'on dise qu'il doit être le seul à supporter tous les dégâts du nord au sud du Bénin. Mais quand vous faites ça à quelqu'un, et de façon tangible, on constate qu'il est le seul d'une autre région du pays, parmi ce groupe. Allez vous-même tirer la conclusion. On ne parle pas de régionalisme. C'est ceux qui courent derrière Yaya Iboni, qui nous orientent vers le régionalisme. C'est eux qui donnent les moyens à nos frères et sœurs du Nord Bénin, de Tchabé, de Savin et autres, de prendre la rue et de dire, on a séquestré notre frère, on veut tuer notre frère, on nous néglige, on veut nous écarter de la République. C'est eux. Parce qu'ils sont en train de ficeler une procédure dans un contexte politique
qui ne tient pas compte des réalités sociologiques de notre pays, des réalités de nationalité de notre pays, des réalités culturelles de notre pays. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans un État. Et ce qui est en train de le faire n'est pas bon. Ça ne va pas dans le sens de l'unité nationale. Ça ne va pas dans le sens de la cohésion nationale. Voilà donc là où il voulait en venir. Maintenant, Yahiboune est là. Les mesures coercitives, mon confrère va vous les développer là de plusieurs sortes. Et pour qu'il fasse de lui ce qu'il veut. J'en ai fini. Nous n'inventons rien. Nous n'avons rien inventé. Parce que les mécanismes de gestion, les mécanismes de régulation dans un État ont été fixés depuis des siècles. Et ce n'est pas un hasard que dans l'esprit des lois de Montesquieu, on a eu à séparer, à faire une distinction entre ce qu'on appelle le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et au centre le pouvoir judiciaire avec le glaive. Le pouvoir judiciaire, c'est d'abord le régulateur de la paix sociale. La première mission du pouvoir judiciaire dans toute société, c'est le régulateur de la paix sociale. Ça veut dire que à tout moment où le pouvoir judiciaire est sollicité, tout ce qu'il doit toujours rechercher, c'est de garantir la stabilité et la régulation des institutions tout en tenant compte de la paix sociale. Aujourd'hui, ce qui se joue, tenant compte de ce qui a été dit par le procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou, est la preuve manifeste que notre justice est dans un abîme. Oui, c'est le drame de notre justice qui se joue aujourd'hui, rien de plus. Avant de rentrer dans des considérations partisanes ou politiques, j'aime souvent et prendre plaisir de me faire écouter en droit. Vous avez écouté comme moi le procureur de la République ce matin faire des déclarations que certains pourraient qualifier de choc. Parce que profane, ou bien parce que ne maîtrisant pas les rouages ou les règles de procédure ainsi que leurs incidences. Mais ce sont des déclarations que je qualifierais de regrettables. Vous savez, il y a deux choses que l'on peut tirer des déclarations du procureur de la République aujourd'hui. Deux faits gravissimes. D'abord, c'est la violation des dispositions de l'article 12 du Code de procédure pénale qui impose à toute personne qui concourt à une procédure d'instruction le secret, le silence, pour ne pas dire oui, l'omerta. Est-ce que le procureur de la République concourt à l'instruction? Bien entendu. C'est lui qui est l'agent de poursuite. C'est lui qui requiert. C'est lui qui demande des choses à faire par le juge d'instruction. Donc, il est le premier interpellé dans le cadre du respect des dispositions de l'article 12 que je vous cite, l'article 12 du Code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le Code pénal. Mais au-delà de ce que le procureur de la République a violé le secret de l'instruction, c'est le caractère de l'indépendance de la justice même qui est mis en exergue. Le procureur de la République dit que les personnes arrêtées et inculpées, de leur interrogatoire ainsi que des éléments du dossier révèlent l'implication personnelle de l'ancien chef d'État, M. Boni Yayi. Il poursuit in fine, sinon dans sa chute, après avoir rappelé à sa manière les faits, que le juge d'instruction a décidé de mesures coercitives. Pour ceux qui sont loin du dossier, ça vous paraît une procédure ordinaire.
une procédure banale, une procédure comme toute autre. Mais vous savez, quand on va à la justice, pour ceux qui ont déjà assisté à un procès, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Vous avez l'habitude de voir le procureur assis du côté gauche, selon la position où vous vous trouvez. Du côté gauche du tribunal, quand vous faites face au tribunal, le procureur est du côté gauche, le juge ou les juges sont au centre, et il y a un homme en robe du côté droit, c'est le greffier. Mais ne vous méprenez jamais, le procureur ne fait pas partie du tribunal. Bien qu'il soit en robe, le procureur ne fait pas partie du tribunal. C'est une erreur de construction qui a fait, je vais dire, qui a créé cette confusion dans l'esprit de l'opinion, qui fait croire que, parce que le procureur de la République, quand l'audience veut commencer, rentre avec le juge, il fait partie du tribunal. Mais non, il faut qu'on vous l'enseigne. Mais je le dis, c'est exprès. Vous allez comprendre pourquoi. Le procureur de la République, il est sur un pied d'égalité que nous, les avocats, dans la défense de son dossier. C'est-à-dire, en principe, quand vous suivez les films américains et on dit la parole est au procureur, le procureur n'est jamais assis du côté du juge. Le procureur est assis, le ministère public est assis d'un côté, le côté gauche, et les avocats de la défense sont assis du côté droit. Et chacun expose. Vous ne verrez jamais dans le système common law le procureur rentrer en audience avec le juge. Pourquoi? C'est pour créer cette situation de séparation des pouvoirs entre l'institution judiciaire qui doit rendre une décision et l'autorité politique. Parce que le procureur, comme il l'a dit, ne représente pas la justice. Le procureur représente la société qui est incarnée par le gouvernement, c'est-à-dire à travers le ministre de la Justice. Il faut que l'on s'éduque. Vous savez, le problème de nos sociétés en Afrique, c'est que l'analphabétisme est un terreau pour la manipulation. C'est un terreau pour la manipulation des grandes masses. Je sais pourquoi je le dis. Pourquoi je le dis? Vous avez entendu le procureur dire que le juge d'instruction a pris des mesures coercitives. Ça veut dire que le procureur de la République se comporte comme le porte-parole du juge d'instruction. Ça veut dire que le procureur se confond au juge d'instruction. Ça veut dire que le procureur, c'est lui qui donne des ordres au juge d'instruction. Mais on est où là? Quand même. Quand même. C'est inadmissible. Ce qui se joue, c'est la déconfiture de notre système judiciaire. Et je l'avais dit, c'est un dossier éminemment politique. Éminemment politique. Parce que il y a une situation de violation massive depuis plus de 45 jours des droits fondamentaux de M. Boni Yayi. Il faut essayer de rattraper la situation. Il faut essayer de donner une connotation judiciaire à une violation des droits de l'homme. Mais quand même, pas de cette façon. Pas de cette façon. Le procureur dit que M. Boni Yayi est impliqué personnellement et que des interrogatoires qu'il y a eu relèvent avec les pièces qu'il est impliqué. Mais de quel dossier parle-t-on? On parle des 30 dossiers devant le juge d'instruction? Ou bien on parle de quelques dossiers, un ou deux dossiers? Nous sommes astreints au secret professionnel, nous n'allons pas aller dans les détails. Mais ce qu'on peut dire quand même, sur les 64 personnes, pas plus de 10 ont été écoutées. D'où est-ce qu'il tient ses preuves? D'où est-ce qu'il tient ses preuves? Quand même quand on veut manipuler la masse, il faut y aller avec tact. Je n'ai aucun problème avec le procureur de la République. Bien au contraire, c'est un monsieur qui est pointu parce qu'il connaît bien la matière pénale, mais là où il est, ce n'est pas sa personne qui s'exprime. C'est le gouvernement qui s'exprime à travers lui. Et il est pris en tenaille. Il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est un dossier qui le dépasse. Mais lorsque le procureur de la République avance que M. Boni Yayi est impliqué personnellement parce que les personnes arrêtées, inculpées, ont fait des révélations, ainsi que des pièces au dossier révèlent son implication personnelle, et pour ça le juge d'instruction a pris des mesures coercitives, ça pose un second problème de droit.
celui de la présomption d'innocence. On croirait que devant le cabinet d'instruction, c'est déjà le procès du jugement. Nous sommes déjà à la phase du jugement. C'est-à-dire, M. Boni Yayi, on doit le juger ici et maintenant. Mais non, c'est en cela, je dis encore, qu'il faut qu'on lise. Nous sommes encore très loin du procès et du jugement. Nous sommes au tout début de la procédure. Et c'est ce qui justifie qu'ils veulent coûte que coûte l'inculper avant d'aviser sur sa détention ou sur le contrôle judiciaire qui pourrait bien entendu aboutir à la mise sous main de justice de ses biens. Et donc le lier. Quand le procureur de la République dit que M. Boni Yayi est impliqué personnellement, ça veut, relativement bien sûr au fait des 1er et 2 mai, ça veut dire que M. Boni Yayi est déjà coupable des faits pour lesquels il n'a même pas encore été entendu. Il est déjà coupable des faits qui, peut-être, il a été impliqué, mais le procureur le considère comme responsable, comme coupable de faits des 1er et 2 mai. Alors que le 1er et le 2 mai, M. Boni Yayi était chez lui à la maison. M. Boni Yayi était chez lui à la maison. Mais quand est-ce qu'on a encerclé son domicile? L'encerclement a commencé quand? C'est bien le 1er. Cet encerclement auquel les populations riveraines ont tenté de s'opposer et qui leur a valu des décès dont le nombre n'est pas connu aujourd'hui et pour lesquels on passe en perte et profit pour essayer d'orienter l'opinion pour dire que M. Boni Yayi est responsable. Ça veut dire que la population effectivement avait raison de dire qu'on tentait d'arrêter M. Boni Yayi. Ça veut dire que M. Boni Yayi avait été identifié bien avant le 1er comme coupable d'événements qui ne se sont même pas encore passés. Mais quand même, il faut arrêter ce genre de grossièreté. Même si on veut régler des comptes politiques, il faut le faire avec un peu de délicatesse. On veut opposer des gens. Et comment ça se présente? Oui, M. Boni Yayi n'était pas seul à vidoler. J'ai beaucoup de respect pour les membres de l'opposition. J'en défends plusieurs parmi eux. Mais ce qui se joue ici, c'est l'unité nationale. Ce qui se joue ici, c'est la paix du pays. Ce qui se joue ici, c'est la stabilité politique pour des années. Mais pourquoi n'a-t-on pas donné une convocation à tous les autres leaders de l'opposition qui étaient à vidoler? Est-ce que c'est M. Boni Yayi qui a lu le communiqué, qui a donné un ultimatum de 48 heures? Refaites repasser la vidéo. Est-ce M. Boni Yayi qui a lu le communiqué? Est-ce M. Boni Yayi qui a rédigé le communiqué? Est-ce M. Boni Yayi qui a dit que si le processus électoral n'est pas repris, on va écourter le mandat du chef de l'État? Est-ce M. Boni Yayi qui l'a dit? Mais quand même, arrêtons de jouer avec les choses qu'on ne peut pas maîtriser. Nous faisons notre travail. Notre travail s'arrête à interpeller, à inviter les gens à faire bien leur travail. Notre travail s'arrête là. Notre travail vise à inviter la justice à être équitable, à être égalitaire, à être indépendante. Parce que ce sont les principes, ce sont ces principes-là qui la gouvernent.